Bonjour à tous et bienvenue dans le 8e épisode de Podcast, le podcast La WebD. Comment ça va, Jackpot? Ça va très bien, Ia, et toi? Bah moi, ça biche, impec. Parfait. Ouais. Ça caribou. Très bien. Ça c'est fait. Bon, plus d'humour dans l'épisode, c'est promis. C'est fini. Bon, non, c'est pas promis du tout. Alors, dans cet épisode, outre les jeux de mots, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de couleurs et colorisation. Est-ce que vous êtes prêts? On n'a rien entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Plus fort, enfin. Bon, la couleur, c'est un formidable outil narratif qui a des vertus émotionnelles et des vertus visuelles pour la visibilité. Mais c'est aussi un outil narratif parfaitement accessoire, surtout dans le webcomic où on n'a pas toujours le temps. Et donc c'est pour ça qu'on vous propose un épisode entier là-dessus. Alors, Jackpot, explique-nous quel est ton processus lorsqu'il s'agit de couleurs. Eh ben moi je fais pas de couleur. Sapristi. Voilà, c'est fait. Non, alors, bah moi j'ai commencé Joe par un strip en couleur parce que j'y croyais. J'étais pleine de bonne volonté et d'ambition. Et ça m'a complètement douchée pour la suite. J'ai tout de suite vu que ça n'allait pas être possible du tout. Parce que ça me demandait en fait beaucoup trop d'investissement. C'est beaucoup trop de création en plus. Parce qu'il faut décider des couleurs, il faut décider des ambiances. Donc c'est des choix créatifs à faire. Donc sur un personnage ou une ambiance, une illustration isolée, ça va, je suis relativement à l'aise, mais sur une bande dessinée où ça change tout le temps, enfin pour moi ça me semblait insurmontable de complexité. De toute façon, moi de manière générale, plus j'ai de choix à faire et de liberté artistique, moins je suis à l'aise, parce que je suis une artiste en carton. Tu veux ta petite ligne voilà, droite. c'est ça, moi il me faut des jalons, je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça, mais moi c'est comme ça. Donc je me suis dit, je vais exclure tout simplement le problème de l'équation. Donc j'ai choisi de me limiter au noir et blanc, par contre pas au noir et blanc pur, parce que c'est un truc que je sais pas faire, ça demande quand même plus d'expérience et de... C'est vraiment un truc à part, le vrai noir et blanc à la Miller ou à la Mignola. Le noir et blanc en fait c'est très difficile. Voilà, c'est quand même ça je me sentais pas non plus de faire ça, donc j'ai choisi la solution intermédiaire, c'est-à-dire que j'utilise 4 valeurs de gris en tout et pour tout. Plus le blanc et le noir évidemment. Mais comme je voulais éviter que la bande dessinée soit noire et blanche à l'écran, j'ai utilisé une petite astuce de tricheuse. Donc je travaille uniquement en noir et blanc, je fais toute ma couleur entre guillemets, on va appeler ça couleur pour les besoins de l'épisode, mais vous m'avez comprise, voilà. En noir et blanc avec donc mes petites nuances. Et à la fin, je rajoute des calques de réglage Photoshop que j'ai bricolés tout début du webcomic, je crois j'ai plus touché depuis quasiment. Je crois qu'il y a un truc courbe de transfert de dégradé, quelque chose comme ça. Il y a 2-3 calques de réglage qui me donnent cet aspect coloré qu'on voit au final, qui est un petit peu sépia. Donc du coup, ça fait... c'est du faux noir et blanc, c'est de la triche, quoi. Techniquement, je travaille que en valeur, mais j'ai un rendu coloré au final, ce qui rend tout simplement mon webcomic un peu plus agréable à l'œil. Ça lui donne une personnalité aussi, ouais, c'est vrai. À l'ambiance. C'est vrai qu'en plus, ça fait un peu vieux western et tout ça, donc voilà, c'était double effet qui se coule. Après le truc qui m'a changé la vie pour la colorisation en niveau de gris, parce que du coup je fais que des aplats, je fais pas d'ombrage, mais j'ai quand même remarqué que si je rajoutais des toutes petites zones d'ombrage sur la peau des personnages, en fait à quelques endroits hyper stratégiques, type sous le cou, enfin sur le cou, sous le menton, sous le nez, un peu autour des yeux, c'est pas vraiment de l'éclairage à proprement parler, parce que je tiens pas du tout compte d'une source de lumière ou quoi, je mets vraiment ça tout le temps aux mêmes endroits. Mais ça donne un petit peu de volume, et du coup ça donne tout simplement l'aspect que c'est fini. En fait ça empêche l'œil de voir que des aplats. Ça fait un petit trick, voilà, c'est pas cher et ça fonctionne. C'est un truc que j'ai appris quand je faisais de la bande dessinée, quand j'ai fait des bandes dessinées pour un fanzine il y a bien longtemps. C'était un fanzine en noir et blanc, donc on faisait des bandes dessinées en noir et blanc façon manga un petit peu. Et quand j'avais travaillé justement ce qu'on appelait les trames de mes petites BD, j'ai fait ce truc-là, enfin j'ai appris, c'est à ce moment-là que j'ai appris ce truc. Je sais plus exactement dans quelles circonstances, mais bon. Et donc je l'utilise toujours et ça fonctionne très bien. Pour les décors, j'ai besoin d'un peu plus de complexité, je peux pas m'en sortir avec seulement 4 valeurs de gris, parce que comme j'ai pas de contour sur mes décors,
Il m'en faut un peu plus justement pour qu'on voit ce qu'il y a, quoi. Pour être sûr que si t'as 2 niveaux de gris similaires côte à côte, ils se détachent Voilà. l'un de l'autre. Oui. Donc du coup je pars de mes 4 valeurs de base, les mêmes que pour les personnages, et ensuite j'ajoute des calques en produit à 50%, où je remets du gris par-dessus, juste pour avoir un peu plus de valeur et pouvoir détacher un peu mieux les éléments, parce que j'en ai besoin, juste pour avoir de la lisibilité. Oui. Et oui, et du coup en doublant des calques comme ça, t'as pas besoin de redessiner par-dessus. Et en juste changeant l'opacité, tu changes la couleur. Voilà, tu changes j'ajuste la comme ça, saturation voilà. du gris. La valeur. La valeur du gris, voilà. J'ajuste du coup mes valeurs comme ça. J'utilise aussi des calques avec du blanc en opacité réduite, encore une fois pour ajuster mes profondeurs, pour détacher les arrière-plans des premiers plans, etc. Et inversement, si je veux détacher un premier plan, je vais mettre du gris en produit par-dessus. Donc c'est assez flexible et simple à utiliser comme méthode. Et pourquoi je fais ça pour les décors ? Ça, c'est parce que au niveau du dessin, en fait, je déteste dessiner les décors au trait. Ça me rend complètement folle. Au bout de la 2e fenêtre, j'en ai marre. Donc c'est pas possible. Ça se comprend. Mais par contre, quand je dessine directement avec un aplat, en fait, c'est une approche qui est un peu plus picturale, là ça me dérange pas. Je peux dessiner autant de fenêtres que je veux, du moment que j'ai pas à faire le trait de contour de la fenêtre. Ça va, je sais pas expliquer plus rationnellement que ça, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Du coup, c'est pour ça que j'utilise cette méthode avec mes niveaux de gris, mes calques produits, etc. Et au final, j'avais très très peur des décors à la base quand j'ai commencé la BD, c'était ce qui me faisait le plus, m'apporter le plus d'appréhension. Et au final, je me rends compte que c'est les fonds de cases où il n'y a pas de décor qui me posent le plus de problèmes. Alors ça Oui, en fait, c'est parce que, encore une fois, quand il y a un décor, il y a un décor, il n'y a pas le choix, il faut le dessiner, c'est comme ça. Quand je décide de pas faire de décor parce que je trouve que c'est pas nécessaire et que j'ai pas envie parce que je veux aller plus vite, il faut quand même que je remplisse ma case en fait. Enfin, je peux pas non plus laisser uniquement un fond blanc, en tout cas j'avais l'impression que je pouvais pas le faire. Et du coup, à chaque fois, c'est une prise de tête incroyable. Je suis là, mais qu'est-ce que je mets ? Est-ce que je mets un peu de gris, un dégradé ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaie de rendre compte de l'état émotionnel du personnage ? Pour moi, c'est plus compliqué finalement les fonds de case. Donc, c'est parce que t'aimes pas avoir du choix comme ça. Ouais, c'est trop irrationnel en fait, c'est pour ça. Donc on se refait pas. Donc voilà, ça c'est finalement le truc qui me pose plus de problèmes, mais au final je m'en sors toujours en faisant soit je laisse blanc. En fait maintenant avec l'expérience j'essaie de laisser plus de blanc. Justement je me suis rendu compte que c'était peut-être pas nécessaire de remplir à chaque fois et qu'on pouvait que less is more comme on dit. Donc j'essaie de simplifier plus, là plus ça va, plus j'essaie de faire des fonds un peu plus légers, ou sinon je me contentais d'un petit dégradé en fait. En fait il suffit vraiment je pense que c'est un phénomène un peu optique, mais votre cerveau si vous faites que des aplats, il va le repérer, mais si vous mettez un très léger dégradé, tout de suite c'est bon, le cerveau dit ok c'est plus des aplats, ça va. Ça habille un peu. Voilà, ça habille à peu de frais et je m'en sortais en général avec ça, un petit dégradé dans un coin de case. Bon, ça passe. Je suis très utilisatrice des dégradés dans les décors surtout. Ouais, ça, c'est pas cher à faire, en tout cas numériquement, et ça habille, c'est assez efficace. Et donc du coup le dernier avantage du coup de cette technique et de ce choix d'avoir pas de couleur en fait, donc non seulement ça va plus vite et c'est plus simple pour moi, mais surtout j'ai une liberté narrative à ce niveau-là. Si j'ai besoin par exemple d'un caca arc-en-ciel ou du vert des aliens, des lumières des aliens, etc., je peux les mettre, je peux rajouter des fois des touches de couleur qui vont tout de suite ressortir évidemment, puisque c'est la seule chose qui est en couleur, et narrativement c'est hyper utile. Oui, on se souvient tous du caca arc-en-ciel. Ah voilà, comment l'oublier. Comment oublier. Meilleur moment du webcomic. Et voilà, du coup c'est tout pour moi, IA. Et ça faisait beaucoup de choses à dire pour quelqu'un qui ne fait pas de couleur. Effectivement. Dans un épisode sur la couleur. Mais non, mais c'était aussi un épisode sur la colorisation. Effectivement, c'est un processus de colorisation. Voilà. Même si ça reste en valeur de gris. Donc à toi, IA, quel est ton process ? Alors, moi déjà, en fait, j'ai passé des années vraiment à penser que la couleur, c'était pas pour moi. Mais vraiment pas, et je dessinais que en noir et blanc. Et puis un jour, j'ai lu une BD, c'était Aurore de Enrique Fernandez. Et j'ai trouvé que les couleurs étaient magnifiques. Et c'est pas que j'ai eu envie de faire ce que lui faisait, mais c'est que ça m'a donné envie de tester la couleur. Et j'ai un peu gardé les couleurs qu'il utilisait comme référence un peu lointaine de comment les couleurs fonctionnent entre elles, comment on peut faire des palettes colorées qui sont cohérentes et qui fonctionnent bien. Donc je vous invite tous à aller jeter un œil
cette BD en particulier parce que effectivement vous allez voir que c'est très joli. C'est très 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 joli. Et du coup à partir de là en fait, je crois que je l'ai déjà un peu dit dans des épisodes précédents, mais pour moi Fangs and Fright c'est le webcomic long que je fais pour justement essayer d'apprendre et de m'autoriser à tester plein de trucs. Et en particulier j'avais décidé que celui-là je le faisais entièrement en couleur pour m'obliger à enfin faire vraiment de la couleur. Et quelle aventure. Alors, le premier truc que je fais moi c'est de me créer un peu, si ce n'est des palettes précises, du moins de choisir quelle va être l'atmosphère colorée principale. Et je choisis ça par rapport à dans quel lieu on est et quel état d'esprit j'essaie d'insuffler. Donc par exemple quand il y a du danger, je mets une atmosphère rouge, même si ça a pas même si le ciel il est pas censé être rouge, et comme je mets un filtre rouge et que je choisis une palette qui a principalement des tons rouge orangés, ça fait que mon image entière devient rouge. Ouais. Mais généralement c'est des partis pris quoi. Ouais voilà, c'est ça, c'est un parti pris, pour moi j'essaye de faire en sorte que ma couleur soit aussi narrative. Oui, c'est ça. Ouais. Tu priorises la narration sur le réalisme, entre guillemets. C'est ça, exactement. Mais les moments où, on va dire, entre guillemets, il se passe rien de spécial, je prends plutôt des teintes violettes pour la nuit. Et ça s'est passé que la nuit pour l'instant. Le violet, cette couleur à tout faire. Franchement, c'est ma couleur préférée. Et je vous conseille de tester le violet. Le violet, l'essayer, c'est l'adopter. Exactement. Donc voilà, ça c'est le premier truc que je décide, c'est grosso modo quelle ambiance colorée je veux et pourquoi. Ensuite, il faut que je fasse un peu plus finement une palette, et là en général ce qui se passe c'est que je fais un peu des tests sur ma première page, si c'est une palette colorée que j'ai pas encore testée. Et donc je regarde quelle valeur de rouge, quelle teinte de rouge, quelle valeur de violet, quelle teinte de violet va être la plus sympa. Et aussi, je vais pas faire toute l'image entièrement en rouge ou entièrement en violet. Donc il faut que je trouve quelle couleur secondaire va accompagner le plus. Donc pour les violets par exemple, j'ai décidé que quand c'était la nuit et que ça se passait dans la forêt et que l'ambiance était cool, j'avais principalement du violet et ensuite j'habillais avec des marrons. Oui. Donc c'est les deux grosses associations dans ces passages-là, c'est violet-marron. Et après, l'autre truc à prendre en compte, c'est comment faire pour que mes personnages, à la fois ils se détachent des décors et à la fois ils soient quand même incorporés dans l'atmosphère. Oui, parce que tes personnages, tu as défini leur couleur avant. Oui, les personnages en l'occurrence, comme j'avais décidé que une grosse partie de l'histoire ce serait dans ces tons violets, j'ai choisi, ils vont changer de vêtements au bout d'un moment, mais pour l'instant ils sont partis sur des vêtements qui ont des tons principalement bleus. Et du coup ça fait que ils sont ni dans les tons violets ni dans les tons marrons du décor. Et donc on les voit bien, mais pour qu'ils soient quand même incorporés à l'atmosphère générale, en fait ce qui se passe c'est très bête, mais je mets un filtre un peu violet sur eux, et je remets ce filtre violet sur le reste des décors en opacité réduite, ce qui fait que les décors sont un peu estompés derrière, mais les personnages n'ont pas des tons qui clashent, et en même temps on voit bien qu'ils permet de faire l'unité, ouais. Voilà, comme ça c'est une unité. Harmonieux. C'est harmonieux, exactement. Après tout ça, en général, ce que j'ai aussi à faire, c'est tester. Donc, ça, c'est un peu presque à la case par case ou planche par planche, tester si j'ai besoin d'utiliser exactement les mêmes filtres, exactement les mêmes dégradés, parce que là, ça va plus suivre l'action en fait. Ah d'accord, pas, tu te réfères pas à une scène où tu vas être toute la même couleur. En fait, je vais avoir, en gros. Je vais reprendre un peu chronologiquement. Donc j'ai préparé tout ça et je me fais des fiches à part, donc des fichiers JPEG, où en fait je me fais un color picker en quelque sorte, où avec ma pipette j'ai été sélectionner, une fois que j'ai décidé toutes mes couleurs, je les sélectionne, je les mets à part et je me note à quoi ça correspond, comme ça. Tu te fais une palette. Voilà, je me fais une palette. Merci de trouver les bons mots pour moi. Et comme ça, ça devient un processus un peu automatique une fois que j'ai une bonne planche. De réutiliser toutes les couleurs qu'il faut ensuite. Et donc j'ai une planche pour mes atmosphères, une planche pour mes personnages, et une planche, donc une palette pour mes atmosphères, une palette pour mes personnages, et une palette si jamais j'ai d'autres trucs importants du genre des effets spéciaux ou un objet particulier qui va revenir, comme ça j'ai tout de côté. Et ensuite je rajoute à ces palettes aussi si j'ai des dégradés ou des filtres particuliers. Mais de temps en temps, selon la narration,
ces filtres, ils vont pas être adaptés parce que là, il y a une grosse émotion sur cette planche et donc il faut que j'accentue des trucs. Et même des fois, je peux, juste sur une case, je peux briser la palette parce que c'est nécessaire. Mais voilà, donc c'est ça ce que je fais, c'est me définir qu'est-ce que j'utilise et ensuite... T'apportes des variations. Apporter des variations là où elles sont utiles. Et le truc que je fais aussi, par goût, c'est que je trouve que quand on utilise de la couleur, c'est très très maladroit d'incorporer du noir de lent. Ah, le noir et la couleur. Ou plus exactement, c'est extrêmement difficile de bien gérer du noir quand on a une page en couleur, donc j'ai décidé de ne pas en mettre. Et même mes lignes de contour de personnages ou de décors, c'est en couleur. Donc si mon atmosphère est violette, je vais choisir un violet foncé. Ouais. Et tes textes aussi ou pas? Ou les textes tu les laisses en noir? J'ai oublié, dis donc. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de texte. Je crois que j'applique un filtre dessus. D'accord. Parce que j'ai un filtre final, on va dire que je mets sur tout. Et oui, du coup les textes sont en dessous, donc les textes sont pas exactement noirs. D'accord, j'avais pas remarqué. Mais après je dis ça, mais si ça se trouve ça se voit pas du tout et en fait... Il y a beaucoup de choses qu'on fait, il y a que nous qui les voyons en fait. C'est ça. C'est moins important sur les phylactères on va dire, mais ça peut arriver qu'il y ait des moments, pareil que pour les cases où il y a des émotions ou quoi, où il va y avoir des paroles qui vont être plus importantes que d'autres, ou des bulles de cris ou des choses comme ça, et là je vais en général personnaliser un peu la couleur de ce qu'il y a à l'intérieur du texte. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Et ça a l'air de fonctionner, un process efficace. Après c'est très chronophage, mais comme c'est un truc que j'ai décidé de m'améliorer en couleur, c'est quelque chose que pour l'instant j'accepte de faire, mais j'exclus pas que si un jour j'en ai marre, changer de méthode. Complètement. Ouais. C'est un truc qui se fait, c'est un truc que beaucoup d'auteurs et d'autrices de webcomics ont déjà fait, de changer en cours de route de méthode de colorisation, donc faut pas avoir de stress là-dessus. Oui, d'ailleurs, même moi pour Joe, il y a quelques strips en couleur de manière... comment dire, au début c'était aléatoire, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment j'étais arrivée à un strip où je me disais tiens celui-là, pourquoi pas le faire en couleur, parce que je le sentais en fait, il y avait une ambiance particulière que je me sentais capable de faire, donc je le fais en couleur, voilà, comme ça. Un peu plus tard il y en a eu un autre, je sais plus exactement pourquoi j'ai voulu le faire en couleur, mais en fait il s'est avéré, par le plus grand des hasards, que ça tombait pile sur les strips qu'on mettait au début des tomes papier. C'était pile poil vraiment au niveau de la numérotation ces strips là, et du coup depuis je me suis sentie un petit peu obligée de continuer là-dessus, et donc tous les 15 strips vous avez un strip en couleur parce que ça correspond au premier strip d'un tome papier. Et d'ailleurs j'ai beaucoup souffert sur la colorisation du dernier, du tome 5 là, le strip qui est arrivé en début le 61, il était un peu dur à faire en couleur, parce qu'il y avait 3 décors différents, un intérieur, 2 extérieurs, il y avait un changement de scène et tout, je l'ai senti passer. Waouh, plus des fonds colorés émotionnels et tout quoi. Voilà. Il y avait beaucoup de trucs auxquels réfléchir. Ouais, ça a été donc douloureux. Mais bon, j'imagine que j'en suis ressortie grandie d'une certaine façon. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Du coup, vous savez tout sur nos méthodes. Donc on va, comme à notre accoutumée, passer à une partie plus générale. On va essayer de vous donner des apports théoriques et des conseils techniques. Donc on va commencer par le point central de la théorie sur la couleur. La base de la base. La base de la base, donc techniquement, on va vous dire, c'est tout à fait objectif, qu'est-ce que la couleur ? La couleur, c'est 3 paramètres, la teinte, la saturation et la luminosité. Alors c'est assez important d'arriver à analyser les couleurs de cette façon, ça va vous aider à rationaliser votre approche de la couleur justement. Et à faire des palettes harmonieuses. Tout à fait. Donc la teinte, qu'est-ce que c'est la teinte ? C'est ce qui différencie le bleu du rouge. Tout le monde visualise à peu près. La saturation, c'est le degré d'intensité de la teinte. Donc c'est ce qui va différencier par exemple un rouge pompier d'un rose pastel. Parce qu'on est toujours sur la même teinte, mais sauf qu'il y en a un qui est très très fort, très saturé, et l'autre qui est complètement désaturé. Et ça fait un gradient voilà. En fait. Et enfin la luminosité, ou la valeur, on dit souvent la valeur aussi, c'est ce qui va différencier un bleu layette d'un bleu marine, par exemple. Donc c'est si la couleur est sombre ou si la couleur est claire, à peu près. Donc ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois qu'on a repéré un petit peu dans sa tête, qu'on arrive à analyser d'une couleur si elle est saturée, si elle est sombre, si elle est claire, et quelle est la teinte, faut bien se rappeler que c'est des paramètres qui sont interdépendants. C'est-à-dire que si vous changez
le niveau de saturation d'une teinte donnée, ça va influencer son niveau de valeur, son niveau de luminosité. Donc, par exemple, un bleu qui est très saturé, il va avoir une valeur beaucoup plus sombre qu'un jaune très saturé. Donc ça, c'est des choses qui ont été vraiment établies, théorisées, etc. Notamment, il y a une classification qui s'appelle la classification de Munzel. C'est tout simplement la notation des couleurs selon la teinte, la valeur et la luminosité. Donc par exemple, au lieu de dire un beige ou un marron, Munzel il va définir une couleur en disant c'est un jaune-rouge de valeur 7 sur 10 et de saturation 2 sur 10. Donc ça paraît un peu technique comme ça, mais en fait une fois que vous avez compris le principe et que vous commencez à exercer votre œil là-dessus, c'est quand même bien utile pour vraiment justement arriver à ajuster ce qui va pas dans votre colorisation. Bah là peut-être cette teinte elle est trop saturée, je vais essayer de baisser la saturation, ou là peut-être que c'est la valeur qui va pas, voilà, ça vous aide à rationaliser. Et notamment dans les logiciels de dessin, vous allez avoir des color pickers, donc des petites fenêtres, qui reprennent en fait ces trois paramètres. Donc dans Photoshop, cette saloperie, parce que Photoshop c'est un peu le très, très mauvais logiciel pour ça, parce que son color picker il est horrible. Mais paraît-il que je crois qu'il existe des plugins pour corriger ça, mais je ne saurais pas vous les donner. Donc en gros, quand vous choisissez une couleur dans Photoshop et vous ouvrez une petite fenêtre, vous avez un espèce de carré. Dedans, dans ce carré, vous avez en abscisse, donc sur l'axe horizontal, vous avez les teintes qui varient. En ordonnée, donc en vertical, vous avez en bas c'est du blanc et en haut c'est la couleur hyper saturée, donc c'est la saturation. Et sur le côté, vous avez une autre échelle dans laquelle vous pouvez bouger votre potard, et ça c'est l'échelle de la luminosité. Donc voilà, on retrouve encore une fois teinte, saturation, luminosité. Et généralement dans les autres logiciels de dessin qui se respectent, enfin en tout cas qui nous respectent nous les artistes, c'est plus pratique. Voilà, c'est plus pratique à utiliser. Vous avez dans le carré, au lieu d'avoir toutes les teintes, vous avez qu'une seule teinte, mais en abscisse vous avez la saturation, c'est-à-dire que ça va être par exemple blanc tout à gauche et saturé tout à droite. En ordonnée la luminosité, c'est-à-dire que ça va être très clair en haut et noir en bas. Et autour, vous aurez peut-être probablement un cercle avec toutes les teintes, les unes à côté des autres. Un color wheel, on appelle ça souvent. Donc voilà, ça vous permet, vous bougez vos potards, votre potard à la fois dans le cercle et à la fois dans le carré, et vous pouvez ainsi régler la teinte, la saturation, la luminosité de votre couleur. Alors d'où ça vient tout ça? On se rappelle que la couleur, on va pas rentrer dans les détails de la physique, hein, je suis pas là pour vous faire un cours, mais la couleur c'est des longueurs d'onde. En fait, quand vous êtes dans la vraie vie et que vous regardez un objet, votre œil perçoit des rayons lumineux, et ça obéit au principe de la synthèse soustractive, c'est-à-dire que vous percevez la couleur des objets parce qu'ils absorbent une partie des rayons lumineux, parce que la lumière du soleil, elle est blanche, donc elle contient toutes les couleurs, et l'objet vous renvoie seulement ce qui correspond à sa couleur, pour simplifier vraiment très très gros. Or, en numérique, nous sommes en synthèse additive. Quand vous regardez votre écran, en fait, votre écran il va produire directement le rayon lumineux de la couleur souhaitée. Donc c'est pas tout à fait les mêmes. Du coup, en fonction si vous êtes en synthèse additive ou en synthèse soustractive, vous allez être soit en ce qu'on appelle RVB, en espace RVB, rouge-vert-bleu, soit un espace CMJN, cyan, magenta, jaune, noir. Et ça c'est ce qu'on utilise pour l'impression. Voilà, donc le CMJN ça correspond à la synthèse soustractive, donc c'est-à-dire ce qui est dans la vraie vie, et c'est ces couleurs-là que vous allez utiliser justement le modèle en impression, parce que c'est des couleurs que physiquement on peut produire avec des pigments, tandis qu'en synthèse additive, donc on a RVB, vu que c'est de la lumière, vous allez avoir un spectre qui est beaucoup plus large, mais par contre, ça sera pas reproductible avec des encres, quoi. Donc ça, c'est quelque chose quand même à garder à l'esprit. Donc, nous, on fait du webcomic, donc a priori, le CMJN, on s'en balèque. On peut tout à fait faire notre webcomic en RVB, mais si vous avez l'intention plus ou moins de l'imprimer un jour ou l'autre, sachez-le, vous n'aurez pas forcément les couleurs que vous avez à l'écran, quoi. Et par ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, n'oubliez pas aussi que nous sommes en webcomic, donc votre bande dessinée sera diffusée sur des écrans qui seront tous calibrés différemment. Ouais. Donc de toute façon, ne vous prenez pas trop la tête sur avoir la couleur exactement que vous voulez au dixième près, parce que ça n'apparaîtra jamais de la même façon. Non, ce qui est important, c'est plus la globalité, que les couleurs s'harmonisent bien ensemble, voilà, pour qu'elles soient bien sur chaque type d'écran, que l'écran soit un peu plus bleuté ou un peu plus orangé, ben, de toute façon... En gros, si votre choix de couleur, il est théoriquement bon, vous aurez des variations d'affichage, mais bon, ça devrait aller quand même, quoi. Du coup, comment on applique ça concrètement quand on choisit ces couleurs ? Moi, le tips que j'ai à vous donner, que j'utilise depuis, que j'ai toujours utilisé, c'est de connaître les couleurs primaires et les couleurs complémentaires.
Donc ça, c'est vraiment un truc à connaître par cœur. Donc moi, j'ai une formation qui est plus traditionnelle. J'ai commencé vraiment avec de la peinture et tout. Donc je vais plus me baser sur j'ai plus une réflexion CMJN dans ma tête, en fait, entre guillemets. Parce que j'ai vraiment appris à faire des mélanges de peinture, quoi. J'ai appris à avoir mes 3 tubes de gouache, justement, magenta, cyan et jaune. Je m'en souviens de ces tubes de peinture. Les fameux tubes de peinture. Et le blanc aussi. Et le blanc. Mais on était censé pouvoir faire toutes les couleurs avec ces 3 tubes. Ou 4. Donc du coup... les primaires sont cyan, magenta, jaune, donc c'est des couleurs qu'on ne peut pas obtenir autrement qu'avec des pigments purs, en vrai. Et tous les autres, et normalement toutes les autres couleurs, vous pouvez les obtenir en mélangeant, et ce qui fait que les complémentaires, pardon, donc c'est une couleur primaire avec la couleur qu'on obtient en mélangeant les 2 autres couleurs primaires, ce qui donne le bleu est complémentaire du orange, le jaune est complémentaire du violet, et le rouge est complémentaire du vert. Et ça, si vous le savez, si vous l'imprimez dans votre tête, et que vous vous en servez à chaque fois que vous créez une palette colorée, vous pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire que ça va marcher à tous les coups. Et moi, très souvent, quand j'ai besoin de choisir une couleur, je vais me baser sur... je vais faire rouge-vert, par exemple, et après, je vais juste ajuster. Je vais faire peut-être un rose plutôt qu'un rouge, et un vert un peu pastel ou un peu anis, mais ça reste dans la complémentaire rouge-vert. Et puis tu choisis dans quelle proportion tu veux, plutôt du rouge ou plutôt aussi du vert. Ouais. C'est un peu comme la règle des tiers, c'est pas en ayant des moitiés que c'est intéressant à regarder. Tout à fait. La règle des tiers, ça marche toujours à tous les coups. Un petit déséquilibre, ça marche toujours. Voilà. Et du coup, on en arrive au nerf de la guerre qui dit que avec ce principe-là, vous n'avez pas besoin de mettre du noir dans la couleur. C'est-à-dire que encore une fois, quand j'ai fait mes études et qu'on m'a mis devant ma feuille et mes tubes de peinture, notre professeur, c'était le premier jour d'études, je m'en souviens, il nous a dit « Le premier que je vois mettre du noir dans sa couleur, je déchire sa feuille !» Donc ça marque, ça paraît violent, mais c'était une très bonne prof, je tiens quand même à le préciser. Et du coup, je m'en souviens, je peux vous le dire, et en fait, elle voulait tout simplement nous dire que si vous voulez foncer une couleur, ce qu'il faut, c'est ajouter sa complémentaire. C'est-à-dire que si j'ai un rouge et que je veux le mettre plus foncé, au lieu de prendre mon tube de peinture noire, je vais rajouter les 2 autres couleurs que j'ai déjà oubliées. Je sais plus quelle couleur t'as dit. Le bleu et le jaune. Je vais rajouter du vert dedans, voilà. En principe, ça fonctionne. En principe. Donc ça, c'est vraiment les principes fondamentaux de base que nous vous invitons à connaître, à avoir en tête, en fait, au niveau de la théorie. Un truc qui va vous aider, c'est que si vous utilisez bien une color wheel pendant que vous faites de l'illustration du webcomic, ça va rentrer un peu tout seul, ça va devenir instinctif tout ça. Aussi, parce que vous allez l'avoir constamment sous les yeux, vous allez voir les effets que ça donne. C'est ça, c'est que là on vous donne la théorie, donc c'est vraiment des outils rationnels dans votre tête, mais si vous avez une approche beaucoup plus instinctive, allez-y, il n'y a pas de souci. Faites des mélanges, faites des patouilles, des patouilles numériques, mais ça fonctionne. Ça fonctionne de plonger les mains dans le cambouis. Et donc, associé à tout ça, pour compléter un peu toute cette belle tartine théorique, il y a la distinction aussi couleur chaude, couleur froide, qui est très utile. Donc, les couleurs froides, ça va être les tons plutôt vert et bleu, ou certains violets qui sont plus proches du bleu, enfin, ce qui tend vers le bleu. Vert et bleu, globalement vert et bleu. Et ensuite, les couleurs chaudes, ça va être les tons rouges et orange. Et alors, pourquoi c'est intéressant de connaître les couleurs chaudes, couleurs froides ? Et bien déjà, il y a l'aspect émotionnel de tout ça, c'est que les tons chauds et saturés, ça va généralement connoter donc, des émotions fortes. Donc ça va être vivacité, violence, passion, quand il s'agit du rouge, passion, c'est du sang aussi. Et les tons froids et saturés, après ça va plutôt connoter le calme, la douceur ou la tristesse. Et tout ça, ça n'a pas une base scientifique, que le bleu ce soit triste ou que le rouge ce soit la violence. Encore qu'il y a le sang, mais bref. C'est juste que c'est des couleurs qui sont associées dans notre culture à certaines thématiques. Ouais, c'est ça, c'est des connotations qui sont à la fois culturelles et physiologiques en fait. Voilà. Et du coup, nous, quand on est artiste, on peut pas ne pas tenir compte de ça, ou alors il faut qu'on sache très bien comment ça fonctionne si on décide sciemment de s'en détacher. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut connaître ça des outils, de base. Voilà, c'est des outils narratifs en fait. Voilà, c'est exactement ça, des outils narratifs. Et d'ailleurs aussi, c'est relatif tout ça, parce que si par exemple vous avez une palette avec des camailleux de rouge... Alors juste le camailleux, c'est quand on a une palette avec une seule teinte. C'est-à-dire qu'on choisit, on restait que du rouge, mais utiliser un rouge foncé, un rouge clair, voilà. Mais camailleux, c'est en gros monochrome, enfin c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà.
juste pour préciser. C'est ça, c'est des variations sur une seule teinte. Voilà, Donc, c'est ça. on change la luminosité ou la saturation. Et donc dans ce camailleux, si vous avez votre rouge vif à côté de votre, du coup un truc qui se rapprochera plutôt du rose pastel, vous allez en avoir une qui va avoir l'air plus chaude et l'autre plus froide. Donc c'est aussi à tenir compte de qu'est-ce que les couleurs côte à côte les couleurs s'influencent, Voilà, les couleurs s'influencent, on les voit pas séparément. C'est des notions qui sont pas absolues, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez pas de bleu dans votre image que vous n'aurez pas une image froide. Voilà. Et donc ça, vous pouvez vous en servir aussi pour faire de la lumière, puisque les lumières, on va plutôt leur attribuer des teintes considérées comme chaudes, alors que les ombres, on va plutôt avoir tendance à les faire avec du froid. Ouais, disons que c'est un tips aussi, de la même manière que utiliser des complémentaires, ça marche toujours. Si vous avez une lumière chaude, mettre des ombres plutôt froides, et vice-versa. C'est pareil, c'est un tips qui généralement fonctionne. Voilà. Après, ce qui est important aussi, ça on en a déjà un petit peu parlé auparavant, c'est le contraste. Donc les contrastes, on peut aussi les créer avec des couleurs et pas juste avec du noir et blanc ou du niveau de détail. Donc les différents types de contrastes que vous avez, ça va être exactement ce qu'on disait, c'est les contrastes de teinte, les contrastes de valeur, les contrastes de saturation, et donc les contrastes de température avec les lumières chaudes et froides. Et là, on va vous redonner la même astuce qu'on vous avait déjà donnée, plissez les yeux face à votre dessin, pour voir si les couleurs se détachent toujours nettement, si vous pouvez toujours identifier les différentes zones du dessin. Plisser les yeux, ça aide à checker la lisibilité de manière générale. Ouais. Et sinon, autre astuce que donc Jackpot me fait découvrir sur Photoshop ou dans d'autres logiciels de dessin, vous rajoutez un calque noir par-dessus tous vos calques, vous le passez en mode couleur, et en fait il va vous passer tout ça en noir et blanc. Ouais, et donc en valeur de gris. Voilà, il va vous afficher votre image avec des valeurs de gris. Enfin, il va vous montrer vraiment. Il va enlever toute l'information teinte de votre image et garder que l'information valeur, teinte et saturation. Et ce qui vous, du coup, vous verrez tout de suite si vos contrastes fonctionnent. Voilà, sans avoir besoin de vos contrastes de valeur. Et donc ça va vous donner vous verrez tout de suite vos valeurs puisque vous n'aurez plus de saturation ni de teinte. Mais n'oubliez pas que, comme dit plus haut. C'est pas parce que vous avez une même teinte qu'à la même valeur que la saturation sera la même. Donc en fait, ça va vous donner une vision de vos valeurs, mais uniquement de vos valeurs. N'oubliez pas que vous avez d'autres informations quand tout est en couleur. Donc faut pas non plus absolument prendre au pied de la lettre le fait qu'il faut que les valeurs se détachent, etc. C'est encore une fois, c'est 3 paramètres à prendre en compte en même temps. C'est une petite aide ponctuelle pour ça aide toujours de manière générale, mais il faut pas non plus absolument... vous le prendre au pied de la lettre, quoi. Oui. Et donc vous vérifiez vos valeurs, vous hiérarchisez vos plans en utilisant vos palettes et votre saturation, tout ça. Veillez à la profondeur, à la lisibilité de l'ensemble de l'image, aussi à travers les couleurs. Pas que ça devienne un mishmash comme ça. Et vous pouvez faire ça notamment pour séparer le premier plan et l'arrière-plan avec la perspective atmosphérique. Donc ça va vous aider à donner une sensation de profondeur et renforcer la lisibilité de l'image. C'est mieux d'aller du sombre au premier plan jusqu'au très clair à l'arrière-plan. Et donc ça peut se combiner avec le petit tips des couleurs chaudes et froides. Les couleurs chaudes ressortent et les couleurs froides s'estompent, c'est-à-dire que vous allez plus vous allez dans le bleu et le désaturé, et plus vous êtes loin. Ça va donner une sensation de profondeur. Généralement, si vous êtes dehors et que vous regardez à l'horizon, vous allez voir que tout ce qui est, par exemple les montagnes ou le bout de ce que vous voyez le plus proche de l'horizon, ça va être très très bleu, presque la couleur du ciel en fait. Donc c'est un truc assez facile à appliquer, assez utile à connaître. Dès que vous voulez donner de la profondeur et que vous faites une scène avec un ciel bleu, mettez plus de bleu en fonction de la profondeur de votre image et ça devrait fonctionner. Et du coup, si vous faites comme moi et que votre ciel est violet... Voilà, comment tu fais, Guilla ? Et je mets du violet. Voilà. Pas de problème, que des solutions. Du coup, Guilla, comment tu choisis tes couleurs ? Dis-nous tout. Donne-nous tous tes secrets. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure avec mes petites palettes limitées, c'est en fonction de quelle couleur principale je choisis. Et après, donc c'est ce qu'on appelle un scholar script, ce que j'expliquais, c'est de définir mes couleurs en globalité par scène, ambiance, effet narratif recherché. Voilà. En fait, la recette que tu appliques, en fait, c'est la recette de ce qu'on appelle de la palette limitée, c'est-à-dire
plutôt que d'utiliser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans ta bande dessinée, Oui, je choisis. au contraire, tu en choisis un très petit nombre. Tu vas choisir une couleur principale, une couleur secondaire et peut-être une troisième couleur C'est éventuellement que tu vas doser, comme tu disais par exemple au tiers ou 2 tiers de la couleur principale, 1 tiers des 2 autres. C'est ça. En fait, pour vous donner un exemple, donc pour le violet, je me garde plusieurs teintes de violet, des violets un peu plus foncés, des violets un peu plus clairs que j'articule selon les endroits où il y a le plus besoin de tel ou tel, selon la perspective atmosphérique, selon si ça va bien aller avec la couleur qui est juste à côté, voilà. Et après, ça va être ma couleur principale et ça va être celle qui va me servir de filtre de fin, donc comme j'évoquais tout à l'heure. Et pour ma couleur secondaire, je peux en avoir une ou deux. Ça dépend un peu quelle... Ça enrichit. Généralement, Voilà. 3 couleurs, c'est bien. Choisir 3 teintes. 3 teintes de base. Ouais. Et après, je tourne un peu autour, donc en choisissant si pour mon marron, je vais avoir un marron clair, un marron foncé, et je vais prendre peut-être éventuellement, selon à quel point il y a beaucoup de trucs dans ma scène, 1 ou 2 autres marrons qui sont très proches des marrons que j'ai sélectionnés. Et comme ça me permet d'agencer si j'ai un bout de forêt où il y a vraiment plein d'arbres les uns sur les autres, et j'ai le choix entre plusieurs marrons. En fait, tu bloques tes teintes, et après, dans chaque teinte, tu as juste la luminosité et la saturation, voilà, c'est un peu selon tes besoins. Donc ça t'ouvre quand même des possibilités. Et le fait de bloquer les teintes comme ça, ça vous aide à avoir une harmonie, en fait. C'est une petite recette encore qui fonctionne généralement à tous les coups. Oui. Et après, moi aussi j'ai des fonds, les miens ils sont colorés, contrairement à toi qui sont, ils sont blancs ou en questionnement. En questionnement. Donc quand j'ai pas de décor derrière le personnage, généralement je choisis ma couleur principale et j'essaye de bidouiller soit en trouvant un filtre, soit en mettant un dégradé. Un dégradé. Et tu fais jamais des effets un peu... je sais que souvent dans les mangas il y a beaucoup de fonds différents. Enfin, quand je lisais des shoujo mangas, il y avait souvent des fonds très très variés. Des fois il y avait des traits, des motifs, Alors, ça, pour moi, c'est une science occulte, quoi. Alors, j'en utilise très peu. J'en utilise quand il y a des moments de choc, principalement, et je mets plutôt des raies de lumière ou des petits traits autour du personnage. D'accord, ouais. Et j'essaye aussi... Il n'y a pas toujours... des speedlines. Il n'y a pas toujours de dialogue, mais quand il y a des dialogues, j'essaie aussi donc, de faire passer ça par la forme de la bulle et le texte. Je l'utilise très peu, et quand je l'utilise, effectivement, la notion de couleur entre en jeu. D'accord. Donc si c'est un moment de choc, je vais peut-être utiliser une couleur qui justement va clasher avec le reste de l'atmosphère mise en place. C'est ça l'intérêt de, justement, encore une fois, de la palette limitée, c'est que vous pouvez créer des ruptures beaucoup plus facilement. C'est ça, si vous choisissez d'avoir une autre couleur à un moment, et ça peut avoir un sens narratif aussi. Absolument. Encore une fois, la narration, le nerf de la guerre. Et par exemple, si vous avez envie d'avoir une coloration stylisée et très très simple, moi il y a une BD à laquelle je pense souvent, c'est Lucky Luke. Donc je pense que tout le monde connaît Lucky Luke de Maurice. Si vous ne connaissez pas, allez le lire. C'est très très sympa. Vraiment très jeune si vous ne connaissez pas Lucky Luke. Et en fait, Maurice, il a vraiment une façon d'utiliser les couleurs qui est très particulière, et il utilise des couleurs extrêmement limitées. Donc je crois que c'était lié aux contraintes d'impression de l'époque. Mais il en a vraiment tiré un certain parti. Donc par exemple, lui, quand les personnages sont en colère principalement, ou qu'ils ont des émotions fortes, soit tout le décor derrière va être de la même teinte, et le personnage lui-même aussi il va être d'une teinte. Donc il peut avoir un personnage entièrement vert sur un fond entièrement rouge, sans que... parce qu'il veut faire passer l'émotion du personnage avec. Et en fait, c'est pas... Dans la narration, ça fonctionne hyper bien. C'est pas, on se dit pas, on n'est pas choqué en disant « Ah mais pourquoi le personnage est tout rouge d'un coup ?» C'est comme ça va avec la narration, ça renforce l'effet recherché. C'est un code narratif supplémentaire. Exactement. Donc, ne nous en privons pas. Voilà, donc n'ayez pas peur de tester des trucs vraiment... je sais pas... Audacieux. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, c'est l'audace. audacieux. L'audace, mais faut que ça reste... La couleur, faut que ça soit agréable à l'œil quand même. Oui. Sauf justement quand vous voulez que ça... Vous pouvez faire moche à dessein. Bon, ce sera un public de niche qui aime les trucs moches qui vous lira. Mais souvent, quand on veut de la couleur, on cherche quand même une recherche... Il y a une recherche esthétique aussi. Il y a la narration esthétique, voilà. C'est pour ça que c'est compliqué, et pour ça que j'ai choisi de pas m'embêter avec, d'ailleurs. Du coup, dernière petite partie, on va vous parler comme à notre habitude des pièges à éviter et donner nos petites astuces de mémé. Eh bien, dis-nous tout, Jackpot, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pas ? Alors, je
vais enfoncer les portes ouvertes et je vais me répéter comme la mamie que je suis. Pas de noir dans la couleur. Vraiment, franchement, bon, une fois qu'on a l'œil un peu exercé, vraiment ça se voit tout de suite le noir dans la couleur. Et c'est un peu dommage quoi. Enfin, en gros, ce qui me frustre le plus en fait quand je vois une colorisation avec du noir dans la couleur, c'est que je me dis ça aurait pu être évité tellement simplement. De la manière suivante, c'est-à-dire que dans le cas où vous faites du numérique, on va pas parler du traditionnel là-dessus, mais plutôt que si vous faites une colorisation numérique et que vous voulez mettre des ombres ou assombrir une teinte, plutôt que de mettre du noir dedans, prenez un calque en mode produit. Le produit, en principe, vous l'avez dans tous les logiciels. Ça va vous sauver la vie si vous avez jamais utilisé un calque en mode produit. Essayez. L'essayer, c'est l'adopter. Et dessus, vous mettez une couleur. Généralement, encore une fois, un violet par exemple, au hasard. J'en profite pour caler. Quand ma teinte principale, c'est le violet, les couleurs de mes ombres, c'est du violet. Ah ouais, ok, ça marche à tous les coups donc. En violet, en général, ça fonctionne. Et en mode produit, par-dessus vos couleurs, ça va vous faire, justement, ça va vous assombrir vos couleurs sans rajouter du noir dedans. Et sans effort. Et sans effort surtout. Donc voilà, si vous avez un peu de mal avec cette histoire, essayez. Et dites-nous ce que vous en pensez. Et limite même essayer avec d'autres calques que le mode produit, parce que vous allez pouvoir avoir des surprises sympas parfois. Aussi, ouais. L'avantage du mode produit, c'est qu'il va forcément vous assombrir. Oui. Si vous voulez faire du nombre. C'est une valeur sûre en fait, le mode produit. Et alors moi, personnellement, un truc que je vois beaucoup de gens, souvent très jeunes, faire et que j'aime pas du tout, c'est les ombres et les dégradés à l'aérographe. Ah oui. Alors, c'est pas que c'est interdit, mais c'est que c'est extrêmement difficile en fait d'avoir un joli rendu avec de l'aérographe parce que ça rend tout un peu mou et un peu fade. Et en fait, bon, j'imagine que certains d'entre vous n'osent pas avoir des ombres nettes tranchées qui ont un rendu cel shading. Donc, on appelle ça le cel shading, effectivement. Quand on est chic, on dit que c'est du cel shading. Donc, mais l'idée, c'est de faire des ombres tranchées. Voilà, avec des ombres tranchées, j'imagine que c'est parce que vous vous dites... Enfin, vous devez avoir peur de ne pas savoir où les placer ou que de pas savoir où les arrêter. C'est peut-être un peu plus pointu, ouais, voilà. Et en fait, alors déjà, moi je trouve que c'est plus joli une ombre en cel shading mal placée qu'un aérographe, de toute façon. Et à la limite, donc pareil, c'est un petit truc, une petite astuce que Jackpot partageait avec moi tout à l'heure. Si vous savez pas comment placer vos ombres, sachez juste globalement d'où vient votre lumière, genre en haut à gauche, et faites... 2 tiers, 1 tiers d'ombre et de lumière. Donc vous choisissez dans votre personnage, dans votre personnage, donc vous choisissez si vous préférez 2 tiers de lumière et 1 tiers d'ombre, ou 2 tiers d'ombre, 1 tiers de lumière, mais faites-le en fonction de cette orientation, et puis tranchez votre ombre comme ça. Ça a pas de sens physique, mais ce sera un parti pris et ce sera plus joli que l'aérographe. Ça peut, généralement ça fonctionne, encore une fois. Ouais. Faut pas vous prendre trop la tête sur la... Encore une fois, c'est un petit peu comme ce qu'on disait sur l'épisode où on a évoqué la perspective. Ce qui va compter, ça va plus être la cohérence que l'exactitude. Oui. Voilà. Tant que vous avez défini d'où vient votre lumière et que sur votre bonhomme vous mettez le tiers opposé dans l'ombre, ça devrait fonctionner. Ouais. C'est ça. Et puis de toute façon, en fait, selon votre style, même si vous êtes en couleur, vous n'avez pas forcément besoin de mettre des ombres. Oui, c'est ça aussi. C'est que, surtout en bande dessinée, vous n'êtes pas du tout obligé de faire un rendu vraiment, de définir à chaque case, etc., d'où vient la lumière, etc., parce que ça va vous prendre du temps. Et par exemple, dans Joe, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombrage, à part ce que je disais, juste les petites zones d'ombre sur la peau pour donner un petit peu de volume et rendre le côté magie, c'est fini. Magie, c'est colorisé, c'est pas juste rempli. Magie, ce dessin est bien terminé. C'est ça, exactement. Moi, je mets pas d'ombre, sauf quand j'ai vraiment des scènes avec un besoin narratif ou une ambiance particulière. Par exemple, quand il y a une nuit, un feu de camp, là, je vais effectivement... je vais passer un peu plus de temps sur ces cases-là où il y aura une ombre globale, mais là, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est la règle du tiers. Hein. C'est le feu, il est en bas à droite, et le personnage, je lui mets le tiers opposé dans l'ombre et je me prends pas la tête, plus que ça. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête, vous n'êtes pas obligé de faire des ombres non plus. Ouais. Alors, un autre truc que je vous demanderai, non, je vous donne pas d'ordre, mais un autre truc qui m'agace, c'est, et je pense que vous avez dû le comprendre vu la façon dont je crée mes palettes qui sont limitées, c'est quand il y a trop de couleurs. C'est quand il y en a trop et qu'elles sont
tout utiliser un peu dans les mêmes proportions, en fait, ça fait comme un gris graphique. Ouais. Ça fait comme une vieille soupe où vous n'avez pas su choisir quels ingrédients vous voulez faire ressortir, en fait. Et parfois, une soupe, bah, c'est mieux quand il y a plus de carottes et des carottes non, et des pourquoi poireaux. des carottes Bah, c'est soupe de carottes, moi j'aime bien ça. Mais enfin, bref, si vous... Enfin, voilà, c'est mieux si les choix sont clairs, en fait. Et ça donne la sensation qu'il y a une vraie décision qui a été prise. En fait, voilà, il faut pas vous dire que vous devez mettre le plus de couleurs possible, parce que sinon, entre guillemets, c'est trop facile ou c'est de la triche. Au contraire, c'est décider d'exclure des couleurs et de vous en réduire à seulement certaines. Et ben finalement, c'est plus audacieux, ça fonctionne mieux, et il n'y a pas de honte à dire, bah moi je fais que du rouge et du vert, quoi. Oui. Et c'est plus joli à l'œil, et c'est l'une des choses qui comptent. Donc. Exactement. Et après, le dernier élément aussi en termes de couleurs, c'est si vous faites des lumières, hein, si vous n'en faites pas, vous n'êtes pas concerné, mais si vous en faites, bah en fait, ça va impacter les teintes. Donc, n'ayez pas de scrupule à modifier vos teintes directement, soit en changeant complètement de palette. Donc, si vous êtes dans de jour ou de nuit, ça va pas affecter les vêtements bleus de vos personnages, ça va pas être le même bleu, par exemple. C'est ça. Ou alors, vous faites comme moi, qui suis pas très bonne en couleurs et qui du coup cherche des astuces pour que ce soit facile à faire, bah, vous cherchez des filtres qui fonctionnent. Vous gardez la même palette de base, mais avec votre couleur d'atmosphère, donc vous mettez votre violet ou votre rouge ou votre vert ou machin sur toute votre illustration, et après vous testez dans les modes de fusion des calques. Pour voir ce qui fonctionne, et l'opacité aussi, ça joue. Et en général, juste ça suffit à changer un petit peu la teinte globale, et ça va vous donner de l'harmonie, quoi. Voilà, ça harmonise. En gros, c'est pas parce que votre personnage il a une chemise jaune et un jean bleu que dans toutes les cases, la chemise devra être du même jaune et le jean du même bleu. Au contraire, c'est en fonction de l'ambiance, en fonction de la lumière, ça va constamment changer, et faut que vous vous autorisiez à avoir la liberté d'ajuster justement tout ça. Après, faut que vous ayez la liberté aussi de choisir délibérément de ne plus jamais toucher à vos palettes si aussi. Une fois qu'elles sont faites. Hein, encore une fois, c'est pas des ordres qu'on vous donne. Faites ce que vous voulez. Eh ben on a fait le tour, Guilla. Eh ben je crois bien, oui. Parfait. Eh bien donc on va conclure cet épisode. Donc la couleur, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est un outil de plus dans notre boîte à outils d'auteurs et d'autrices de webcomics, n'est-ce pas ? Donc c'est un très bon outil à la fois visuel, narratif et émotionnel. Donc ne nous en privons pas, car comme disait quelqu'un que nous allons bientôt citer, mais un monde sans couleur serait comme des pancakes sans sirop d'érable. Oui, mais alors si on n'aime pas le sirop d'érable, on préfère les pancakes nature. Donc faites ce que vous voulez. Donc n'oubliez pas, on fait du webcomic, la priorité c'est la narration, donc soit vous êtes à l'aise avec la couleur, vous avez trouvé votre système simple, efficace, qui vous rallonge pas, qui vous rajoute pas 100% de boulot à chaque planche, allez-y. Si vous êtes vraiment pas à l'aise avec, eh ben, aucun problème, noir et blanc, ça ira très bien, ou juste monochrome, voilà. Et comme d'habitude, vous avez le droit de changer d'avis en cours de route aussi. Et pour terminer, on va vous recommander tout de même un livre, le livre vraiment à voir, la Bible de la couleur, vraiment. Alors malheureusement, c'est un livre qui n'a pas été traduit en français à ma connaissance, donc il est en anglais, mais honnêtement, franchement, je trouve qu'il est tellement bien fait qu'il se lit quand même relativement facilement. C'est Color and Light de James Gurney, qui est un peintre-illustrateur, je sais plus si on l'avait déjà cité ou pas, mais en tout cas, il est très connu pour la série de livres Dinotopia, ou qu'il a illustré. Donc c'est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment un peintre vieille école qui fait de la peinture très réaliste, où il peint des dinosaures de manière réaliste, etc. Il est vieille école, mais il est très présent sur les réseaux sociaux, donc on vous invite à le suivre, soit sur son blog ou son Twitter, parce que vous verrez plein de trucs. Il a même une chaîne YouTube, je crois. Il fait des vidéos, il me semble. Et donc il a sorti ce livre qui s'appelle Color and Light, et qui est vraiment, vraiment extrêmement bien fait, très complet, très accessible. Chaque double page, c'est une thématique différente, donc si vous cherchez un truc particulier, précis, vous voulez faire un éclairage en contre-jour, vous regardez l'index, il y a un chapitre contre-jour, et vous y allez. Donc vous pouvez non seulement le lire en globalité, mais aussi l'utiliser vraiment au quotidien quand vous faites de la couleur. Donc vraiment, on vous recommande, s'il y a un seul livre sur la couleur à acheter, c'est Color and Light de James Gurney. Et on va passer à la recommandation de webcomic. On va terminer avec la recommandation de webcomic.
Et on va aller à l'extrême opposé de James Gurney, pour le coup. On a choisi de vous recommander un webcomic qui s'appelle Stutter Hug, qui est par Samantha Davies. Et c'est un webcomic qui, pour illustrer cet épisode, a la particularité d'utiliser très très peu de couleurs, donc des palettes hyper limitées, bien plus que ce que moi je fais, pour vous montrer que c'est possible, et qui est aussi intéressant dans la façon dont c'est disposé. C'est vraiment conçu, c'est vraiment un webcomic conçu pour être scrollé en longueur, lu sur un écran, ou sur un téléphone portable aussi, c'est très adapté au téléphone portable. Donc c'est un webcomic fait par une autrice qui n'est pas française, mais le webcomic est muet aussi, donc il réunit comme ça toutes ces petites particularités. Et alors bon, de quoi ça parle, Stutter Hug? Ce sont des espèces de petites pastilles, chaque strip c'est des personnages différents, où c'est généralement des petites scènes très douces avec des personnages qui se font souvent des petits câlins pour terminer un épisode, ou qui se font des amis, ou qui résolvent un petit problème. Donc c'est très mignon, quoi. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est pas des grandes histoires, mais il y a plein de petites pastilles comme ça, et en termes donc de plein de choses que les webcomics peuvent se permettre de faire et que d'autres médias de bande dessinée ne peuvent pas, c'est un très bon exemple. Eh bien merci Ia pour cette recommandation. Mais je vous en prie. Eh bien, c'est la fin de cet épisode de podcast. Merci de l'avoir écouté. Comme toujours, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des likes et vous abonner à la chaîne. Donc, ça fait un peu longtemps qu'on était absente. On espère qu'on ne vous a pas trop manqué. Mais nous sommes toujours là. Voilà. Donc, on se retrouve, on espère bientôt, dans le prochain épisode de podcast qui, lui, portera sur le thème des décors. Et ça fait peur, les décors. Il faudra y passer. Peut-être qu'on sortira pour Halloween. Bonne idée. Pourquoi pas. Eh bien... à bientôt. Au revoir.